Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va reprendre notre cours d'ingénierie de fondation et on est toujours sur le chapitre numéro 2, essai de sol in situ. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'essai au dilatomètre. Ok, c'est le point numéro 8 du chapitre. Et comme d'habitude, comme les autres essais, nous allons voir comment ça marche, comment réaliser l'essai sur le terrain. Et après ça, nous allons voir quels sont les paramètres du sol que nous pouvons obtenir à partir des résultats de l'essai. Voilà, c'est ce qu'on va voir en gros. D'accord? Donc, si vous avez compris l'essai au pressomètre là, je pense que celui-là ne sera pas difficile pour vous à comprendre. Donc, l'utilisation de ces tests-là, des essais au dilatomètre là, à la plaque plate, si vous voyez, ça c'est en anglais, hein, DMT là, ça veut dire dilatomètre, essai au dilatomètre. OK? Cet essai est assez récent, dans les années 1980 là, qui est chez professeur Marchetti, c'est un Italien qui a inventé ça. OK? Donc, voici un peu en photo ici les équipements de l'essai. L'appareil en question, le dilatomètre là, c'est ça comme ça. OK? C'est ça l'appareil. Donc, c'est ça qu'on va insérer dans le sol. Et puis, tout comme les manomètres, les pressomètres là, l'essai précédent, on va aussi actionner une pression pour voir comment ça va se dilater. Voilà. OK? Donc, on va lire les pressions ici. Donc là, il y a une bouteille de gaz, voilà, qui va permettre d'obtenir la pression. Donc, ici, on peut connecter, vous voyez, le dilatomètre là peut être connecté à des tiges comme ça, OK? Pour être inséré en profondeur. Voilà. Là, vous voyez le dilatomètre qui est attaché. OK? Donc ici, les dimensions, je vais mettre ça ici. Ça, c'est un schéma. OK? C'est un schéma. C'est juste pour pouvoir vous montrer les dimensions. Donc, les dimensions, la longueur, ou si vous voulez, la hauteur, OK? C'est autour de 220 millimètres, c'est-à-dire 22 centimètres. OK? La largeur, comme vous le voyez ici, c'est 95 millimètres, 9,5 centimètres. Maintenant, l'épaisseur qui est 14 millimètres, l'épaisseur est un peu difficile à voir comme ça. Il faudra tourner. OK? Vous voyez ici la lame qui est là comme ça. Si vous la tournez 90 degrés, vous allez voir donc ça comme ça. Donc ça, c'est l'épaisseur, c'est cette épaisseur-là, 1,4 centimètres. D'accord? Voilà, c'est cette épaisseur-là. C'est de cette épaisseur-là qu'on parle ici. Donc voici un peu l'appareil. Maintenant, par exemple, la lame là comme ça, les deux faces, il y a une seule face qui porte une membrane en acier. Je parle de cette membrane-là. OK? Cette membrane en acier là, de diamètre 60, comme vous le voyez ici, 60 millimètres, c'est-à-dire 6 centimètres, c'est pas aussi grand que ça. OK? Donc, est situé donc au centre d'une des faces. OK? Donc, c'est une membrane qui est fixable ici. Comme vous voyez ici les vis. Et vous voyez ici même d'ailleurs une membrane qui est détachée, qui est ici. Vous voyez? Donc, voici la place de la membrane. En réalité, c'est ça qui fait tout le travail. C'est juste ce truc, cette membrane-là, qui sera poussée, et, qui sera gonflée, si vous voulez.
et qui va faire les mesures, qui va donner les mesures. OK? Je laisse ça ici. Donc, comment ça marche exactement? Comment on fait les tests? Donc, il faut insérer la sonde là. OK? Il faut insérer la sonde dans le sol à l'aide les mêmes, les mêmes tiges qu'on utilise pour l'essai de pénétration au cône là. Ces mêmes tiges-là peuvent être utilisées. Je voyais les tiges qui sont là, peuvent être utilisées. OK? Donc, un peu comme ça, vous poussez le dilatomètre dans le sol. OK? Et une fois que vous poussez maintenant, il y a des gaz, des fils électriques, des fils. Vous voyez comme ici, là, vous voyez des fils. OK? Voilà. Qui sont connectés directement à la lame, non? À la sonde, non? OK? Pour nous permettre de faire les mesures. Donc, la bouteille de gaz, là, que j'avais montré, va permettre donc d'avoir la pression, OK? La pression du gaz. Donc, arriver à la profondeur que nous désirons là, profondeur requise, OK? De l'azote gazeuse à haute pression, donc sera utilisé pour gonfler la membrane, cette membrane. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est ce profil-là, c'est cette vue-là, vue de face. Mais là, c'est la vue de profil qui est là comme ça. Vue de profil qui est là comme ça. Donc, la pression laser gazeuse, là, va être envoyée et on va faire deux mesures. La mesure A, qu'on va appeler ici pression A. Donc, ça, c'est la pression requise pour soulever la membrane. Parce que là, la membrane, quand vous commencez à envoyer, il faut d'abord un minimum pour que la membrane commence à bouger même. Ou bien, il faut un minimum pour que la membrane même commence à bouger. Sinon, la membrane ne bouge pas d'abord. Donc, c'est ce minimum-là, cette première mesure-là, qu'on va appeler la pression A. OK? Maintenant, la pression B, c'est la pression qui correspond à une dilatation de la membrane de 1,1 mm. OK? 1,1 mm. Donc, cette pression A et cette pression B là, les deux pressions qu'on a mesurées, OK, vont nous permettre d'avoir ces deux pressions-là. Vous voyez ici, la pression A est mesurée ici. Ça, c'est juste pour pouvoir, la pression requise pour pouvoir détacher la membrane d'ici. OK, la pression qu'on a mesurée. Après, la deuxième pression, c'est la pression pour pouvoir gonfler, c'est-à-dire dilater la membrane de 1,1 mm. Je laisse toujours ça là ici. Donc, les lectures qu'on a, les lectures qui sont faites, lecture A et puis lecture B, doivent donc être corrigées en utilisant les formules suivantes. Contact, pression et contrainte de contact. OK? P0, c'est le même P0 qui est là. Obtenu en utilisant cette formule-là. A, là, c'est la première mesure qu'on a faite, qu'on a expliqué précédemment. OK? B, c'est la deuxième mesure. OK? Maintenant, on a besoin de sigma A, ZM, sigma B. Sigma A et delta A, pardon,
Je parle de sigma. C'est delta A, delta B, ZM. Delta A là, donc c'est la pression de vide nécessaire pour maintenir la membrane en contact avec, à la place. C'est-à-dire c'est comme la pression à vide pour maintenir la pression là où, à sa place, si vous voulez. Delta B maintenant, cette pression-là, donc c'est la pression d'air nécessaire à l'intérieur de la membrane pour la dévier vers l'extérieur jusqu'à une expansion centrale de 1,1 mm. Zm maintenant, c'est Zm qui est là. Donc c'est l'écart de pression manométrique par rapport à 0 lors de la mise à la pression atmosphérique. Je remets les deux formules ici, P0 et P. Normalement, tout ça là, ça doit être donné, hein. Delta A, delta B. Voilà, tout ça, c'est des choses que vous ne devez pas calculer. Vous allez juste les utiliser. Ok. Donc, normalement, d'habitude, les tests est effectué à des profondeurs espacées de 200 à 300 mm. Donc, ça veut dire, si vous êtes à ce niveau-là, actuellement, à cette profondeur-là, ici, vous faites les mesures, vous allez encore une profondeur, vous ajoutez 20 cm ou 30 cm avant de faire une autre mesure encore. D'accord? Donc, à partir des pressions P0 et puis P1 là, donc dans d'autres livres, vous allez voir que c'est P1 et puis PD. Mais c'est la même chose, hein. Voilà. Donc, on peut avoir trois paramètres qui sont très, très importants. Le premier paramètre, c'est le paramètre qu'on appelle index du matériau, material index. L'index du matériau. Cet index-là va changer en fonction de chaque type de sol. OK? Et voici sa formule. P1 moins P0, P0 moins I0. I0, donc, c'est juste le poids water pressure, c'est la pression de l'eau. Pression de l'eau, donc, c'est pas compliqué. Si vous connaissez le niveau de l'eau, vous pouvez même modifier ça. Maintenant, le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle ici horizontal stress index. L'index des contraintes horizontales. OK? C'est KD qui est égal à P0 moins I0 divisé par sigma prime 0. Donc, sigma prime 0, on n'a pas besoin de vous dire, je pense, c'est la contrainte effective verticale. OK? Et à partir de ces KD-là, vous allez pouvoir estimer après ce qu'on appelle K0. OK? Les ratios sigma H c'est sigma V là. OK? La pression, ratio de pression de terre au repos. Le coefficient de pression de terre au repos là, le K0 là. Vous allez pouvoir obtenir ça à partir de KD là, après. Puis après, il y a une troisième information, un troisième paramètre que vous pouvez obtenir. Donc, c'est le module du dilatomètre lui-même, qui est donné par cette formule. 34,7 facteur de P1 moins P0. Donc ça, ce module-là va vous permettre d'avoir le module d'élasticité après. Le module d'élasticité du sol. Il y a un lien entre les deux. Donc vous voyez que tout ce qui est là, c'est à partir de P0 et puis P1, on a obtenu ça. Donc pour dire que c'est à partir de la première mesure et la deuxième mesure qu'on a obtenu ça. Voici un exemple de résultat d'un test, d'un essai au dilatomètre obtenu dans, dans de l'argile molle de Bangkok. C'est une argile
un peu célèbre qui est utilisé par plusieurs chercheurs pour faire leurs recherches. OK? Donc, vous voyez ici le P0, cette ligne-là. Voici le P0. Donc, ça, c'est la pression qui est nécessaire pour décoller même. C'est le P0 qui est là, la formule est là, hein. OK? Et P1 est là. Donc, c'est P1 là. Donc, c'est jusqu'à avoir le 1,1 mm là. Donc, le P1 aussi, sa formule est là. Maintenant, ID, OK? Ça aussi, c'est là. Ça, c'est l'index du matériau. Le KD, coefficient de pression horizontale, ça est là. Coefficient de pression horizontale. Le ED, c'est-à-dire le module de dilatomètre, est aussi là, cette ligne-là. Ça veut dire pour chaque profondeur, il y a une valeur. Ça, c'est la profondeur. Voilà. Et ça, ce sont les valeurs. Il y a des gens qui ne savent pas lire ces gens de figures aussi. Donc, ici, on a les valeurs et en kilonewton, bon, disons kilopascal, OK? Et là, c'est la profondeur. Donc, à 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres, vous avez les valeurs. 12 mètres, vous voyez que ça augmente. Voilà. Et les, les ID là, ID là, donc ça n'a pas de. C'est comme un coefficient. Donc, ça n'a pas d'unité. Là aussi, il n'y en a pas d'unité. Alors là, c'est un kilopascal. OK? Donc, ici, le professeur qui a inventé ça en 1980 avait déjà donné des, des formules, des relations de base en utilisant donc les trois paramètres qu'on vient d'établir là, on vient de voir là. À partir de ces trois paramètres, nous pouvons obtenir des informations sur le sol. OK? À partir de ces trois paramètres. Nous pouvons obtenir donc le K0, donc comme je le disais, le coefficient de terre au repos, c'est-à-dire sigma V divisé par sigma H divisé par sigma V. OK? Donc le KD, voici KD qui est là, hein. À partir du KD, on peut obtenir le K0. Et on peut aussi obtenir le taux de consolidation. OK? Over consolidation ratio. Le taux de consolidation à partir du même KD. Vous voyez comment partout on utilise le KD. Et pour un argile qui est surconsolidé, on peut avoir cette relation-là. Et ce I, donc, c'est la résistance au cisaillement non drainé, là. Ok? Je pense qu'on a répété ça plusieurs fois ici. La résistance du cisaillement non drainé d'une argile surconsolidée peut être obtenue. Ça, c'est le rapport entre ça et puis sigma 0, la contrainte verticale effective. Ok? Pour un argile, et pour une argile normalement consolidée, ce rapport-là, ça fait 0,22. Donc, vous utilisez, vous voyez ici, ça là, c'est ça qui est là, hein. Et utiliser ça, la valeur de ça, c'est 0,22. Remplacer, le KD est toujours là, d'accord? Vous remplacez les 0,22 là par ça, ok? Et vous allez obtenir les rapports. Et comme le sigma qui est là, la contrainte effective verticale est bien connue, que vous pouvez l'avoir facilement, vous pouvez avoir donc la résistance au cisaillement non drainé de votre argile surconsolidée. Maintenant, le module d'élasticité, ok, c'est un peu trop collé, mais c'est le module d'élasticité qui est là. À partir du module du dilatomètre, là, vous pouvez obtenir le module d'élasticité par cette formule. D'accord? Il y a d'autres corrélations encore, un peu pertinentes.
qui peuvent être obtenus à partir de cette référence. Cette référence nous dit que vous pouvez obtenir la résistance au gisement non drainé d'une argile à partir de cette formule-là. Vous voyez que c'est KD encore qui est ici cité. Ou bien vous pouvez obtenir l'angle de frottement interne du sol. Que vous voyez le classement, les types de sol. J'espère que vous vous rappelez ces symboles-là. Qu'est-ce que ça veut dire? ML, SP, SM. OK? Classification des sols. Chapitre numéro comme même. Mécanique du sol 1. OK? Donc, vous pouvez obtenir l'angle de friction en utilisant encore, vous voyez que c'est toujours le KD. Et l'angle ultime, en utilisant cette formule, l'angle de friction toujours, hein. Vous pouvez aussi, au lieu d'utiliser KD, vous pouvez aussi utiliser les K0. Voilà, en ce moment, ça va être juste comme ça. Parce qu'il y a un lien entre les KD et puis les K0. Je vais remonter, je vais retourner en arrière pour vous montrer. Ce lien-là, voici, vous voyez K0 est là, en fonction des KD. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec à chaque fois KD, KD, vous pouvez tirer K0 en fonction des KD et puis établir des nouvelles formules par vous-même. Comme c'est le cas ici, par exemple. Vous voyez, au lieu de KD, on a mis K0. Voilà, mais il suffit juste de tirer, puis vous allez obtenir. Voici un graphique qui permet de classer, qui vous permet de savoir à partir des résultats du test là, ça vous permet de savoir de quel type de sol vous avez à faire. Si vous mettez ici l'indice du matériau ici, l'indice du matériel, du matériau, ID, et le module du dilatomètre là, ici, en ordonnée, en abscisse, c'est l'indice. Je retourne encore pour vous montrer. L'indice, c'est ça, cet indice-là. Et le module du dilatomètre, c'est ça. OK? Donc, si vous mettez l'indice là en abscisse et le module en ordonnée, donc vous pouvez identifier quel type de sol vous avez à faire. OK? Si vous avez, si votre indice de matériaux tombe si cet intervalle, vous voyez, cette ligne-là bien foncée, c'est le domaine de l'argile. OK? L'indice est faible. Maintenant, entre celle-là et celle-là, c'est des limons, silt. OK? Maintenant, entre sable, après ça, maintenant, c'est des sables. OK? Voilà. Mais bien sûr, il y a des zones de transition. Comme vous voyez ici, c'est écrit silty. Ça veut dire c'est de l'argile limoneux. Voilà. Et là, au niveau des limons, là, vous avez vu ici clay et puis sandy. C'est comme si cette zone, c'est des limons argilés. Et là, c'est limon sableux. C'est-à-dire, majorité, c'est limon, mais un peu mélangé avec un peu de sable. Voilà. Ici, c'est domaine du sable, mais vous voyez, il y a une zone de transition où il y a écrit silty. Ça veut dire, c'est sable limoneux. Ça veut dire, il y a du sable. C'est du sable en majorité, mais un peu de limon dedans. Voilà. Maintenant, ça, c'est en partant de comme ça, de horizontalement. Si vous allez verticalement, maintenant, dans chaque zone, vous allez voir au niveau de l'argile, vous avez ici soft, argile molle, et puis ici, c'est de l'argile vraiment dure. OK? Voilà. Du soft, vous pouvez traduire ça aussi, vous, si vous le pensez. OK? Faible consistance, consistance moyenne, et puis consistance élevée. Et là, c'est hard, c'est-à-dire vraiment dur, de l'argile dure. OK? Et là, pour les limons, vous avez compressible à très dense. Pour les sables aussi, ça varie des sables lâches jusqu'à sable très rigide. Voilà. C'est-à-dire très dense, si vous voulez. Donc, à partir des résultats, vous pouvez aussi, en utilisant ces graphiques, ce tableau, vous pouvez savoir, ah, ici, là, on a affaire à de l'argile molle, à de l'argile, voilà, dure, ou bien du sable.
un peu lâche, quelque chose comme ça. OK? Juste pour vous indiquer. Donc, je pense que c'est tout pour cet essai-là. Donc, on va juste arrêter là et continuer la prochaine fois pour les autres types d'essais. Donc, merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt. Merci.